Bonjour, euh, me revoilà encore une fois, je crois qu'on arrive à la 40e conférence que je fais pour tenter de vous distraire et de vous instruire. Et cette fois, j'ai intitulé cette causerie La Sabaouda, sinon rien. C'est dire que c'est un lieu que je tiens en très grande estime, et je vais bien sûr vous dire pourquoi. Avant d'en arriver là, laissez-moi vous dire que j'ai visité cette galerie de peinture à Turin, dans le nord de l'Italie, cette partie qu'on appelle le Piémont, dans les premiers jours de février 2015. Et venant de Valence en France et Lyon, où j'avais passé des heures très agréables avec mon ami Bernard Huyghe, et avant ça, de Bruxelles, où c'était plus mitigé puisque j'ai été volé à la réception de l'hôtel en arrivant. On m'a pris 2 de mes 3 sacs, y compris donc mon matériel de photo et mon ordinateur et enfin, plein de choses importantes. Mais ça m'est relativement peu arrivé dans ma vie. Je dois même dire que c'était la première fois. Et je me suis dit, bon, ben, voilà, me voilà membre du club de ceux qui ont été volés. Et j'ai poursuivi mon voyage après m'être racheté un appareil de photo plus modeste, bien sûr, mais qui m'a quand même aidé, comme vous le verrez. C'était le moment aussi d'une réflexion, puisque je pense que mon âge et puis mon handicap à la marche ne sont pas étrangers à ce vol, puisque en général, les voleurs ne prennent pas de risques. Ils préfèrent attaquer des vieillards ou des femmes ou que quelqu'un de bien portant qui pourrait se défendre. Donc, il faut tenir compte de ça quand on voyage avec un certain grand âge, comme c'est mon cas. Je ne sais pas si je pourrais encore voyager parce que je suis revenu de ce voyage en Italie amoindri dans ma mobilité et je ne sais pas. En tout cas, j'essaie de regarder quand même vers le futur, mais ça aura peut-être été mon dernier voyage. Il en est d'autant plus important. Donc, me voici à Turin, Torino, comme on dit en italien, qui, faut-il le dire, a été la première capitale de l'Italie, hein, puisque quand la réunification de l'Italie s'est produite, sous l'impulsion de Garibaldi et d'autres, Cavour et tout ça, on a décidé que ce serait un royaume, et ils ont donné la couronne de l'Italie à la maison de Savoie, n'est-ce pas, qui recouvre justement cette période, cette région du Piémont. Et comme la capitale de la Savoie était Torino, eh bien, Torino est devenue la capitale de l'Italie pour un assez bref moment, et puis elle a été transférée à Rome. Mais cela explique que la ville de Turin a des proportions larges,
des places qui se succèdent, toutes plus vastes les unes que les autres, avec des palais magnifiques et tout ça, puisque c'était en fait une capitale royale, et ça se comprend bien mieux quand on sait cela. Que dire encore de... Je ne veux pas vous faire du tourisme particulièrement à Turin, mais sachez quand même que c'est une ville méconnue, parce que sauf pour les catholiques qui vont y vénérer la Santa Sindona, c'est-à-dire ce linge qui aurait conservé l'empreinte du corps de Jésus par son linceul en quelque sorte, qui aurait été attaqué par la sueur du corps mort de Jésus et qui aurait donc gardé comme un négatif de sa silhouette. Depuis, la science s'est prononcée pour dire que ce linceul date du XIVe siècle ou un truc comme ça, qu'il ne peut pas donc avoir été le linceul du Christ. Mais on le révère quand même, c'est quelque chose d'assez curieux, et l'Église ne le sort de son espèce de sarcophage qu'une fois par an, je crois, pour le montrer à la foule. Et sinon, on peut en voir une copie. Mais une autre attraction de la ville de Turin qui vaut la peine, c'est certainement son musée égyptien. Sachez que après le Caire et le Louvre, c'est le 3e musée égyptien au monde. Donc il y a des collections assez fabuleuses dans ce musée. Et quand j'avais été à Turin pour la première fois, il y a bien longtemps, avec mon ami Marcel, j'avais découvert le papyrus même qui avait servi à l'égyptologue belge Jean Capart pour écrire cette histoire pour enfants qu'il avait appelée Makite et que j'avais lu moi à l'âge de 8 ans et m'avait depuis rendu amoureux, fou de la civilisation égyptienne. Cette histoire de Makite était une histoire de souris protégée par la déesse des chats, la déesse Bast, et au fond c'était une souris qui préfigurait déjà Mickey Mouse que dessinerait plus tard Walt Disney. Et donc Jean Capart était un grand égyptologue, un peu méconnu parce qu'il était belge, mais qui avait été supporté en son temps par la reine Élisabeth de Belgique, qui était une grande mécène. Et quand j'ai visité le Caire, j'étais rentré un jour dans un magasin d'antiquités. Le monsieur, je le revois encore, un gros type comme ça, avec turban et djellaba, je sais pas si on dit sûrement pas ce mot-là en Égypte, mais enfin. Et il avait un œil voilé, comme ça, tout blanc. Et il m'avait dit, de quel pays venez-vous? J'avais dit, de Belgique. Et il m'avait dit que tout jeune, il avait travaillé sur les chantiers de Jean Capart. Ça m'avait créé entre nous, comme ça, une sorte de proximité inattendue et assez agréable. Et je n'ai eu de cesse d'ailleurs que de retrouver ce livre parce que en réalité il appartenait à mon grand frère et je lui avais dit mais tu t'en fous de ce livre, donne-le-moi, et il n'a pas voulu. Tout au plus m'avait-il dit je veux bien t'en faire une photocopie, ce qu'il avait fait. Et puis un jour chez un bouquiniste je l'ai trouvé. Il était sorti de presse en 1938, soit l'année de ma naissance. Voilà pour Jean Capart et le musée égyptien de Turin, où j'ai été encore, donc, pas en 2015, mais en 2013. Et
bien content parce qu'il a été... On ne voit plus ce papyrus que j'avais vu la première fois, il n'est plus exposé. Par contre, ils ont des œuvres de très grande taille qui valent évidemment d'être admirées. Et puis, la troisième chose que j'ai visitée à Turin, c'est le palais Madama. Ça s'écrit Madama, comme ça se prononce. Et c'est un musée d'œuvres d'art, un musée des beaux-arts, où il y a une extraordinaire collection de peintures avec des œuvres importantes et aussi des sculptures, du mobilier. Enfin, c'est un magnifique, c'est un magnifique musée. On s'en lasse pas. Et en parlant, j'espère vous remontrer l'une ou l'autre œuvre que j'ai photographiée au Palais Madama. Et alors, j'avais entendu parler de la galerie Sabaouda. Au début, ça aurait tout aussi bien pu être le nom d'une charcuterie d'Europe centrale. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et puis je me suis renseigné, on m'avait dit, mais c'est un musée de peinture, mais où est-il? Et on m'avait répondu qu'il était en train d'être déménagé. Alors, situons bien les choses. Le roi de Charles Albert de Sardaigne, qui était donc le roi au-dessus de la maison de Savoie, a inauguré le musée le 12 octobre 1833 et dans les salles du palais Madama, pour commencer. Et le directeur du musée était un certain Roberto d'Azeglio, nommé en 1836, et qui réunit 365 œuvres provenant du palais royal de Turin, et donc de toutes les possessions de la maison de Savoie. Et ce n'est qu'en 1865, soit 32 ans plus tard, que le frère de Roberto d'Azeglio, Massimo d'Azeglio, succède à son frère et transfère les collections au deuxième étage du Palazzo dell'Accademia delle Scienze, qui est un palais qui existait depuis le XVIIe siècle et qui a abrité donc longtemps cette collection. Alors, il faudra attendre 1860 pour que le roi Victor Emmanuel II de Savoie effectue la donation de cette collection à la nation italienne, sous la responsabilité du ministère de l'Instruction publique. Et en 1933, elle acquiert sa dénomination actuelle qui est Galleria Sabaouda. Quand j'étais en 2013, donc, j'avais demandé autour de moi, mais où donc? Et cette galerie Sabaouda, j'avais beau me présenter devant le palais de l'Académie des sciences, on me disait, ah non, non, les tableaux ne sont plus ici, on est en train de les déménager, et je voulais savoir où, on m'avait dit ça, c'est quelque part dans le palais royal, enfin personne ne savait au juste, et j'ai bien dû ronger mon frein encore 2 ans, jusqu'à
jusqu'au mois de février donc de cette année. Et voilà, je suis sorti de mon hôtel à Turin un beau matin. Il faisait un temps magnifique, vraiment un ciel bleu avec plein de soleil, pas un nuage à l'horizon, une température fraîche mais plutôt clémente, et avec le peu d'énergie qui me reste, je suis parti d'un bon pas pour aller visiter cette galerie Sabaouda, mais qui était fermée ce jour-là. J'ai encore dû attendre le lendemain. Par contre, j'ai pu revisiter le palais Madama, qui ne manque pas de charme, ainsi une exposition sur des peintres de l'avant-garde russe sous le régime soviétique. Une exposition assez intéressante, ma foi. Et puis, j'ai enfin appris que cette galerie Sabaouda était dans une nouvelle aile, ce qui se dit en italien la Manche, une nouvelle Manche au Palais Royal. Hein, le mot pour moi, je sais plus là, peu importe, chacun pourra retrouver dans un dictionnaire italien comment on dit manche en italien. Et il faut donc contourner tout le palais royal, où d'ailleurs il y a une porte palatine qui est un des rares vestiges romains de Turin. Et puis, c'est un enchantement à vous faire vraiment tomber par terre. Je n'imaginais pas que cette galerie Sabaouda était un des plus énormes musées de peinture au monde, et j'avais dû attendre ma 77e année pour avoir la chance de le visiter. Et la chose qui frappe déjà au Palais Madama, c'est que il y a une série d'œuvres de peintres piémontais. Donc des peintres qui ont travaillé toute leur vie en Savoie, parfois même jusqu'en France, mais qui ne se sont guère trop éloignés de Turin en quelque sorte. Comme c'était l'habitude ailleurs, les peintres siennois restaient plutôt près de Sienne, les peintres florentins près de Florence, les peintres romains à Rome, et les peintres vénitiens à Venise, les napolitains à Naples. À quelques exceptions près, bien sûr, il y a aussi des peintres lombards à Milan. N'est-ce pas, il faut comprendre que l'Italie avait été une mosaïque de petits États, et chaque souverain, le pape y compris, avait autour de lui nombre d'artistes qui recevaient des commandes continuellement, et le Vatican n'était pas le plus mauvais client, puisque il construisait à Rome des églises à tour de bras, et il a fallu des peintres, des sculpteurs, des architectes, des gens dans tous les aspects de la profession de construire des palais et des églises. Et
La même chose s'est produite en Savoie. Il y avait donc des peintres que je ne connaissais pas et qui sont tout bonnement extraordinaires. Je vais vous citer quelques noms. Defendente Ferrari, tout un prénom, ça, un défenseur. Defendente Ferrari. Gaudenzio Ferrari, qui ne semble pas être de la même famille que le premier. Il y en a d'autres. Ils me reviendront plus tard, mais ces deux-là sont quand même les plus importants. Et leurs œuvres sont tout simplement magnifiques. Et il y en a beaucoup au Palais Madama, et il y en a encore de bien plus grandes et de plus belles à la galerie Sabaouda. Et donc c'est une découverte parce que ce sont vraiment de grands artistes. Il y a aucun doute autour de ça. Hein. Ce sont de très très grands artistes. On peut encore citer Giovanni Martino Spanzotti et Macrino d'Alba et Gerolamo Giovenone, qui sont tous de cette école piémontaise qui va quand même du XIVe au XVIe siècle. Est-ce que elle est influencée par, mettons, la peinture flamande de l'époque? Pas vraiment, je trouve. C'est une peinture italienne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la galerie Sabaouda, il y a des peintures qui faisaient partie des collections privées des souverains piémontais, n'est-ce pas, qui avaient des œuvres flamandes. Et croyez-le ou non, mais il y a un Peter Van Eyck à la galerie Sabaouda représentant Saint François recevant les stigmates, qui est une peinture extraordinaire de Pierre Van Eyck. Et mais il y a aussi un Roger de la Pasture, un Hans Memling, un Paul Bril. Enfin, il y a quelques œuvres flamandes exposées dans le musée, mais dire que la peinture piémontaise devrait, c'est caractéristique de la peinture flamande, c'est un abus. Ça reste de la peinture italienne et avec évidemment la fantaisie, l'explosion de couleurs habituelle des tableaux des tableaux maniéristes ou baroques, et même déjà gothiques. Et mais le musée contient des œuvres de grands peintres italiens d'autres régions. Il possède un Fra Angelico, il possède un Pollaiolo qui raconte, enfin qui évoque plutôt l'histoire de l'archange Raphaël avec Tobias, que j'ai raconté dans une autre de mes causeries. Et il y a un portrait de Bronzino, il y a un autre au Palais Madama d'ailleurs, des Borgognone, enfin, il ne manque pas de tableaux
de tableaux qui viennent euh, de régions extérieures au Piémont. Même un Rembrandt, c'est assez impressionnant. Mais alors, il y a justement la partie du musée consacrée aux maniéristes et au baroque qui, qui est fascinante avec des œuvres de Véronèse, Tintoret et moi, Rubens, n'est-ce pas? Donc, il y en a deux Rubens qui, qui sont flamands, mais on sait que Rubens, par contre, a fait un voyage en Italie, et lui, alors, par contre, a été pas mal influencé par la peinture italienne. Et il a fait une peinture comme ça, un peu hybride, mais qui fait tout son génie, quoi. Il y en a un, moi, qui me fascine et que vous allez voir, c'est un tableau de Orazio Gentileschi. Orazio Gentileschi, aujourd'hui, est plus connu par sa fille, Artemisia Gentileschi, parce que elle était peintre également, et elle a souffert, évidemment, de discrimination sexuelle, comme toutes les femmes à cette époque-là, et encore pour très longtemps. Mais elle a trouvé en son père quelqu'un qui était à l'écoute de sa carrière naissante et il l'a encouragée. Elle est devenue un très grand peintre. Mais son père déjà aussi. Et donc, Artemisia Gentileschi va se signaler pour des scènes, voilà, où Judith coupe la tête au général Holoferne pour sauver le peuple juif. Donc des scènes où la femme a un rôle extrêmement puissant. Et elle le fait avec une force tout à fait étonnante. On a fait un film d'ailleurs sur Artemisia Gentileschi avec Michel Serrault jouant le rôle d'Horatio, le père, donc. Et cet Horatio Gentileschi a laissé au musée Sabaouda une annonciation qui est une merveille. Et comme il n'est pas coutume, d'habitude, l'archange Gabriel, dans les annonciations, arrive de gauche. C'est bien que l'image est inversée, donc tu devrais utiliser cette main-là. Et qui est le côté jardin au théâtre. Et la plupart des annonciations situent donc l'archange Gabriel sur le côté jardin de l'image et la Vierge se trouvant alors sur le côté cour de l'autre côté. Et dans ce tableau, comme vous le verrez, c'est le contraire. Je ne sais pas si les peintres qui ont adopté cette curiosité l'ont fait avec une intention. On peut se perdre en conjecture à ce sujet. Je ne sais pas si Horatio Gentileschi avait des préoccupations ésotériques, mais si c'est le cas, on pourrait suggérer que le changement de sens de
la scène avec l'ange arrivant du côté court, donc je dois prendre le mauvais bras pour que à l'image ça soit le bon. Euh, Annonce peut-être que le Messie va devoir revenir, comme le croient les Juifs encore aujourd'hui, et que il ne suffira pas d'un seul passage du prophète Jésus. Mais voilà, ce sont des conjectures, on pourrait tenter de trouver d'autres significations. Et la galerie Sabaouda va s'enrichir de tableaux, mais vraiment fracassants, de Véronèse, Tintoret, Rubens, je l'ai déjà dit, et alors dans les baroques, Guy Doré, le Guerchin, et le flamand Antoine van Dyck, c'est tout à fait prodigieux. Et je suis ressorti de ce musée des étoiles plein les yeux. C'est la grande place là devant le palais royal et le palais Madama. On annonçait à venir une exposition consacrée à Tamara de Lempicka. J'aurais aimé la voir parce que j'aime beaucoup cet artiste aussi. Et donc, j'ai dû quitter Turin sans l'avoir vu. Mais je ne peux pas assez exprimer l'état d'élévation où j'étais d'avoir visité cette galerie Sabaouda. C'est pourquoi j'ai appelé cette causerie la galerie Sabaouda, sinon rien. On pourrait aller sur l'île déserte et n'avoir que ça comme distraction, et ce serait à la fois une distraction, une école de savoir et un moyen de s'élever spirituellement. Ce serait déjà pas si mal. Voilà. Que vous dire d'autre avant de refermer cette conférence? Je ne suis pas sûr de faire d'autres voyages. Ma mobilité est devenue... Ma tête va très bien. Je continue à faire des causeries sans notes comme ça. Et à mon grand âge, mais je marche de plus en plus difficilement. Et c'est certainement un handicap quand on veut voyager. On est gentil dans les aéroports pour moi. Il y a des fauteuils roulants et tout ça, mais ça devient quand même de plus en plus fatigant. Alors je ne sais pas ce qui m'attend. Habituellement, j'alterne des voyages en Italie avec des voyages en Amérique latine. J'avais envie d'aller au Yucatan l'hiver prochain. Je ne sais si je pourrais donner une suite à ce projet. Pour l'instant, ça me paraît un petit peu fou. Mon médecin est contre ça, mais il a toujours été contre. De toute façon, avant mes opérations aux hanches, il était déjà contre et j'étais monté encore à plus de 4000 mètres dans les Andes. À mon retour, il m'avait dit que j'étais une énigme médicale. Et moi, je ne pense pas être une énigme médicale. Je suis quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est passionné et qui canalise toute sa passion vers les beaux-arts, puisque aussi bien la vie quotidienne ne me réserve plus grand sujet
de, de vivre passionnément. Alors, j'ai trouvé cet exutoire-là dans les beaux-arts, le cinéma, et je continue donc ainsi à me cultiver. Voilà, je vous remercie assez de m'avoir écouté pendant ces 40 conversations. Y en aura-t-il d'autres? Je le souhaite, mais je ne peux pas en être sûr. Et je ne suis pas de ces intervenants sur YouTube qui, à la moindre apparition, font 1,5 million de clics là, ce dont je me moque éperdument. Mais jusqu'ici, l'ensemble de mes interventions comme conférencier m'a valu près de 3000 visiteurs. Si on divise ça par 40, 3000 par 40, ça fait 300 par 4, donc 75 personnes par conférence. Je n'ai jamais eu une telle fréquentation à aucun de mes cours. Donc, je me dis, si en moyenne, j'ai intéressé 75 personnes par causerie, j'ai fait quelque chose d'intéressant. Et je l'ai fait à un âge où, en général, on préfère taper le carton ou ressasser des souvenirs sans intérêt. Et voilà. Je vais donc vous recommander d'être heureux, de vous mettre bien à l'abri de toutes les vexations de la vie quotidienne et d'avoir toujours comme point de mire la lumière qui peut vous porter au-delà de la passion. La passion, c'est bien, mais au-delà de la passion, il y a un épanouissement spirituel que j'ai entrevu, connu momentanément. Je suis de loin pas le Bouddha, mais j'ai pu entrevoir ça à un moment ou à un autre. Je saurais assez vous recommander de mettre en œuvre ce qu'il faut pour y parvenir. Et voilà, soyez heureux, soyez à l'abri du mal, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine conférence, sans trop savoir sur quoi elle portera, ni même si j'aurai encore des choses intéressantes à raconter, car je présume que vous ne serez pas intéressé à me démêler avec les médecins, les hôpitaux et Dieu sait quoi. Donc, j'espère que, pour moi, que je trouverai encore vos oreilles attentives dans un futur pas trop éloigné. Voilà. Soyez heureux.